Le poste central d'aiguillage de la gare de Rennes, témoin exceptionnel du patrimoine ferroviaire européen, longtemps menacé de destruction, est aujourd'hui sauvé. Voici l'histoire de son sauvetage qui a duré près de 10 ans. Michel Coignard, je suis membre du conseil d'administration de l'association depuis sa création en 2004. Et j'ai donc vu l'évolution du projet de préservation du patrimoine ferroviaire depuis son début jusqu'à maintenant. Avec Robert Bézard et avec l'arrivée de Patrick Arondeau, l'association a su fédérer l'association nationale Rail et Histoire ainsi que l'université Rennes 2 qui a apporté sa contribution. Pour compléter ce qu'a dit Michel Coignard, président honoraire, donc l'APR s'est fortement intéressée au poste central de Rennes d'aiguillage, puisque c'est un poste qui est une technique qui a été diffusée dans le monde entier. Il n'en reste pratiquement plus qu'un ou deux en Europe, dont celui-là accessible au public. Et donc c'est un poste à levier d'itinéraire. Donc ce poste a été étudié en 1937-38 avant la SNCF par le réseau de l'État, mis en service en 1941 sous la SNCF qui était constituée en 1937 et il a fonctionné jusqu'en 2018. Et il a été remplacé par la commande centralisée et informatisée à distance d'aiguillage qui va s'étendre sur toute la région ouest. Ce poste est vraiment remarquable au niveau de la technologie de l'époque puisqu'il avait remplacé en 1941 4 postes d'aiguillage. Ça permet bien sûr de manœuvrer les aiguilles, les signaux, mais il y a tout un système complexe qui interdit les fausses manœuvres. C'est-à-dire que bien que les aiguilleurs grands professionnels connaissent par cœur les mouvements de train, etc., ils ne sont pas à l'abri, surtout quand il y a beaucoup de trains, etc., d'une manœuvre intempestive qui pourrait être contraire à la sécurité. Et tout le système que vous allez voir, qui va vous être présenté ensuite, avait pour objet d'interdire toute manœuvre incompatible avec les circulations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un itinéraire était tracé pour un train, et c'est comme ça aujourd'hui mais informatisé, on ne peut pas matériellement ouvrir un signal qui serait incompatible avec le passage d'un train sur une fixation d'aiguille ou un arrêt intempestif ou quoi que ce soit. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la base de la sécurité ferroviaire. C'est pour ça que le train est très sûr. Donc ce poste-là, que vous allez voir, il a 250 itinéraires. L'objet actuellement s'est repris après, bon, l'APR pendant plus de 10 ans a travaillé à ce projet avec le soutien, je tiens à le souligner, du début à la fin important de Rail et Histoire, également l'université de Rennes qui s'est intéressée. L'espace des sciences a reconnu la spécificité technologique vraiment unique de cette technique. Et donc ce poste-là, il y a actuellement un projet qui est bien engagé d'ici 3-4 ans par l'association nationale Rail et Histoire, avec une équipe de cheminots actifs et retraités qui ont travaillé dans ce poste, comme ceux que vous allez voir tout à l'heure, Roland Boucard, etc. Donc l'idée est d'ici 3-4 ans de créer un simulateur informatique pour refaire vivre ce poste en local. Bien sûr, il n'agira pas sur les vrais trains, mais il sera ouvert au public et les gens pourront venir voir comment ça fonctionnait, tracer les itinéraires et les trains simulés circuleront exactement comme ils circulaient avant sa fermeture en 2018. Bon, alors le truc... Ici, on est dans la salle des aiguilleurs. C'est là que les aiguilleurs travaillaient pour aiguiller et tracer les itinéraires pour que les trains passent en gare de Rennes. Ici, donc, on a nos leviers. Et ici, on a ce qu'on appelle le TCO, c'est le tableau de contrôle optique où on peut suivre l'emplacement des trains au fur et à mesure où ils avancent. On peut vérifier aussi la position des aiguilles sur l'itinéraire et l'ouverture ou non du signal origine. Donc, chaque levier
Sur chaque levier, on pouvait tourner les aiguilles suivant une direction et ensuite ouvrir le signal origine de l'itinéraire. On était toujours en 2 temps, les aiguilles et ensuite le signal. Donc ce poste ici, il a débuté au début des années 40, mais il a fermé un petit peu dans les années 60 pour faire une grosse rénovation et il a réouvert tel qu'il est là en 1964. Là, on voit bien la partie en dessous. On va aller après dans la pièce en dessous. Il y a assez de lumière. Et donc c'est vraiment un seul, il faut vraiment imaginer un appareil, presque un appareil, puis on a fait un bâtiment autour, quoi. C'est vraiment tout ça le poste d'aiguillage, tout ce qui va jusqu'en dessous. Et on va aller la visiter maintenant, c'est parti. Et on est dans la salle à relais, qui est la salle technique du poste central. Tout à l'heure, nous étions juste au-dessus, avec les leviers, et ici on a toutes les barres que vous voyez qui descendent, qui correspondent aux leviers juste au-dessus. Et ici, ce sont tous les enclenchements qui sont gérés d'ici. C'est-à-dire que dans le ferroviaire, on a des risques. On a des risques de nez à nez, de rattrapage, différents risques qu'on doit contrer avec un système d'enclenchement qui nous empêche de faire une erreur qui pourrait provoquer un accident. Sur cette partie-là, toute cette partie-là et derrière, on a des relais, comme ceci, par exemple. On a différents types de relais, hein, ça dépend de la génération. Et ces relais géraient les enclenchements dits électriques. On voit bien avec les câblages. De l'autre côté ici, on a un autre type d'enclenchement, ce sont les enclenchements mécaniques. C'est-à-dire ce sont les enclenchements entre les leviers qui interdisent certaines manipulations de leviers si un levier à l'opposé, par exemple, est dans un itinéraire précis. Donc ici, les enclenchements mécaniques, on a 2 tables d'enclenchement. On a la partie, je vous disais tout à l'heure, côté Brest, eh bien c'est cette partie-là. Ici, on a bien une rupture entre les deux. Et ici, on a le côté Paris, des enclenchements mécaniques, qui complètent les enclenchements électriques. Ici, on a les relais électriques, différents relais. Tous ces relais recevaient des informations depuis la voie. On appelait ça depuis la campagne. C'est-à-dire la position des trains, l'emplacement des trains, la position des aiguilles. Et tout revenait ici et agissait sur les enclenchements. Ici, on a un relais qui contrôlait la position de l'aiguille sur le terrain. Le cas chez nous, c'est contrôle d'aiguille. Il le contrôlait dans la position droite ou dans la position gauche. Et cette information arrivait du terrain et remontait au TCO pour l'aiguilleur, le tableau de contrôle optique dont je vous parlais tout à l'heure. Forcément, de la campagne, elle passait sur ce relais et à un moment donné, revenait au TCO et agissait aussi sur les enclenchements. Ici, on a un relais, c'était ici, hein, qui date, c'était celui-ci, de 1937. Je ne sais plus si c'est celui-là ou... Et donc on a comme ça de nombreux relais. Là on voit ici d'autres relais. Là par exemple on avait une zone d'approche qu'on appelle la zone d'approche du carré 224. Donc c'est un système aussi pour protéger, c'est un système d'enclenchement qui protège pour les accidents ferroviaires. Et cette information remontait aussi au TCO au-dessus. Pour la vie du poste, pour faire fonctionner le poste, donc comme Laurent vous a parlé, il y avait les aiguilleurs devant. À l'arrière, il y avait entre 4 et 5 personnes. Donc le chef circulation qui était garant de la circulation, de l'ordonnancement des circulations au sein de l'ensemble ferroviaire rennais. Donc c'est Rennes et tous les postes de Rennes. Donc ensuite, à sa gauche, il y avait l'agent circulation. Donc lui, il était garant de la sécurité des circulations. Donc il gérait tous les incidents de circulation que l'on peut connaître, passage à niveau, accident de personnes, divagation de bestiaux. C'est lui qui prenait les mesures de sécurité. À sa droite, il avait un aide CCL, aide chef circulation, qui mettait en avant les modifications que le chef circulation pouvait mettre en œuvre suite aux différents incidents de circulation et refaisait un plan de voie conforme pour que les aiguilleurs devant sachent où mettre les trains. Au niveau de la table d'enclenchement, de la table d'aiguillage, il y avait 2 écrans au-dessus où chaque aiguilleur avait l'information des trains qui étaient en provenance sur son secteur avec les voies où il devait les mettre. La chose qui était très très bien pour nous ici, c'est qu'on était en gare de Rennes et on avait une vision sur les voies. Ici, on avait les agents sonos qui faisaient partie de l'escale. C'est eux qui faisaient l'indication pour les voyageurs de savoir où les trains étaient situés, tous les écrans d'affichage que vous pouvez voir en gare.
On a eu une aide très importante du Musée de Bretagne et avec la participation de l'agglomération Rennes Métropole qui a aussi permis de financer un film qui a été tourné 15 jours en 2018, en fin mai, début juin, avant la fermeture définitive du poste, où on voit le poste en plein travail avec les agents. Et ce film a été un peu l'inspirateur de l'association qui est une antenne de Rail et Histoire qui s'est créée donc à Rennes avec des agents actifs et retraités qui ont travaillé dans ce poste et qui sont actuellement bénévoles pour la réouverture au public dans un système à créer de simulation complète, mais comme on retrouvera le poste comme s'il était en activité. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'action des APR. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, correspondance immédiate pour la destination de Saint-Malo, voie numéro 1. Correspondance immédiate pour Saint-Malo, voie numéro 1.